Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous parle des romans que j'ai lus pendant le Cold Winter Challenge. Donc je sais que ça fait plus qu'un mois que le défi est terminé, mais j'avais quand même envie de vous parler de ces lectures-là aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de toutes les BD, mangas, les romans graphiques et les albums jeunesse dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien juste ici pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on se concentre surtout sur les romans. Je vais y aller dans l'ordre des menus. Donc pour le menu, la magie de Noël pour la sous-catégorie Danse de la fée dragée, qui était comme la dernière catégorie du menu. Puisque j'ai pas lu de romans pour les trois autres, j'avais lu des bandes dessinées. On va commencer par la dernière sous-catégorie. Donc ici, il fallait lire surtout du fantasy fantastique de ce que je me rappelle. Et pour ça, j'ai lu Fille des chimères par Laini Taylor ou Daughter of Smoke and Bone en anglais. Dernièrement, ça a été publié chez Gallimard Jeunesse. Ici, on va suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Karou, qui habite à Prague et qui étudie en art. La particularité de cette jeune fille, c'est qu'elle a les cheveux bleus, mais sa pousse bleue. Donc c'est pas une teinture. Et dans ses mains, elle a des tatouages assez étranges. Et elle dessine dans ses carnets des monstres, des créatures qui sont toutes étranges, plus étranges les unes que les autres. Et à un moment, on va se rendre compte qu'elle habite avec ces créatures-là. Du moins, il y a une créature masculine qui l'a élevée. C'est des créatures mi-humaines, mi-bestiales, mi-animales, avec des particularités de certains animaux. Karou, elle va avoir des missions qui lui sont données par cet étrange personnage, celle d'aller chercher des dents un petit peu partout sur la planète grâce à des portes qu'elle peut emprunter et qui sont des passages directs dans n'importe quelle ville sur Terre. Donc, elle peut emprunter une porte et aller directement de Prague au Caire ou d'aller à Tokyo ou aux États-Unis en quelques instants. Et ça, j'ai trouvé ça quand même cool dans l'histoire. À un moment donné, il va arriver des êtres ailés sur Terre, des espèces d'anges un peu mystérieux qui vont mettre des marques noires sur ces portes-là, un peu les condamner. Et malheureusement, Karou, qui n'a pas de passeport, va se retrouver un petit peu mal prise si jamais il n'y a plus de portes qui lui sont accessibles afin de retourner chez elle. Un de ces espèces d'anges-là soit vraiment aimanté, attiré vers Karou et on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Je vous en dirai pas plus, mais le lien entre ces deux personnages-là va s'éclaircir petit à petit. On va voir un peu leur histoire à eux et en parallèle, on va avoir la vie de Karou qui mène une vie très différente de ses camarades de classe à Prague et même cette vie qui se veut ordinaire face à ses amis va être très différente de la nôtre puisqu'elle vit un peu une vie artistique, une vie un peu de bohème. Bref, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Je me suis embarquée dans cette histoire-là en me disant que ça allait être une aussi bonne histoire que Le Faiseur de rêves, qui avait été un très gros coup de cœur pour moi et qui est encore aujourd'hui un de mes livres favoris. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, comme j'avais l'habitude de comparer un peu les deux œuvres, j'ai vraiment été déçue par Fille des chimères, donc j'ai donné seulement 3 étoiles sur 5 à cette lecture. On va aller directement au deuxième menu et je vais sauter quelques catégories où j'ai pas lu de roman pour aller directement à New Year, New Me, où j'ai lu le premier tome de l'Assassin Royal par Robin Hobb. C'est une trilogie de fantasy et je l'ai lu en lecture commune avec Daphné de la chaîne Signé Daphné. On a d'ailleurs fait un live de à peu près 1 heure et demie sur ma chaîne, donc je vous laisserai le lien juste en haut si ça vous intéresse d'aller voir ça, d'aller voir nos avis à chaud et plus en détail que ce que je vais vous dire maintenant. Pour la petite histoire, ici on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Fitz et qui est le bâtard du prince chevalier, donc son grand-père qui est un petit peu frustré que le père de l'enfant ne prenne pas ses responsabilités et peut-être qu'il ignore totalement son existence, va aller le porter aux portes du château pour qu'il puisse prendre ses responsabilités et il va être pris sous l'aile du garçon d'écurie, du moins maître des écuries. Et à partir de ce moment-là, il va vraiment grandir au château, un peu loin de son père, puisque son père est toujours parti en mission. Il va être vraiment mêlé à toutes les intrigues de la cour qui sont très politiques et très difficiles par moments. Et pour pas qu'il fasse de mauvais coups, de tentatives, d'attentats,
envers le roi. Le roi va un petit peu le manipuler pour qu'il devienne son assassin royal. Donc il va être formé par un autre assassin qui est comme un petit peu plus vieux, à toute l'art des potions et du maniement des armes et de comment tuer des gens. Donc cette partie-là, ça a l'air glauque dit comme ça, mais ça l'est vraiment moins dans les livres. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a deux types de magie. Donc il y a premièrement le vif qui est la magie qui permet de communiquer et de se lier avec les animaux, avec un animal particulièrement. Et ça, Fitz il va l'utiliser, et malgré que c'est très mal vu dans cet univers-là. Et il y a aussi l'art qui permet à deux humains de communiquer entre eux à très grande distance. Et ça, Fitz va être initié à cette magie-là. Et malheureusement, ça va être très difficile pour Fitz d'apprendre cette magie-là, puisqu'il y a des barrières mentales qui sont très élevées parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher. Donc comme vous voyez, c'est assez mystérieux, c'est très lent comme rythme aussi de l'histoire. C'est vraiment un premier tome où on construit l'univers, et ça va être comme ça un petit peu aussi dans le deuxième tome. J'ai mis seulement 3 étoiles sur 5 à cette lecture parce que ça a été vraiment difficile pour moi de rentrer dans l'histoire, mais au final je regrette pas du tout. Même si c'est pas le coup de cœur de l'année, je pense que c'est un classique de fantasy, puis je suis très contente de pouvoir le découvrir maintenant. Ensuite de ça, pour le troisième menu et la deuxième sous-catégorie qui était Marcher ensemble dans la neige, j'ai lu un livre papier qui s'appelle Steam Sailors. C'est par E.S. Green aux éditions Gulfstream Éditeur. C'est le premier tome qui s'appelle L'Héliotrope. Ici, on est dans un monde qui a été fracturé. Donc, on va avoir, comme sur la couverture, des espèces d'îles flottantes, ce qu'on appelle le haut monde, et où ce que nous, on serait donc sur la Terre dans le bas monde. Ces deux mondes coexistent, mais ne se mélangent pas. Et dans le haut monde, c'est là qu'il y avait tous les penseurs, tous les chercheurs, ceux qu'on appelait les alchimistes, mais qui ont disparu depuis plusieurs décennies, même des centaines d'années. Et on va suivre surtout une jeune fille qui vient du bas monde et qui s'appelle Prudence. Et un beau jour va débarquer un raid de pirates dans son village et ils vont la kidnapper. Petit à petit, elle va faire sa place sur le vaisseau qui est volant et qui se promène d'île en île à la recherche de trésors, à la recherche de magouilles et de manigances qu'il pourrait faire. Et Prudence va devenir petit à petit part entière de cet équipage-là. Donc on voit toute sa progression de la petite fille un peu timide qui est arrivée, mais qui va avoir une force de caractère, qui va ressortir de ça et qui va vraiment prendre sa place, malgré qu'elle est une femme, malgré qu'elle est jeune, malgré qu'elle n'a peut-être pas les mêmes capacités physiques que les matelots qui sont entraînés depuis des années, qui font ce métier-là depuis tout jeune. Elle va apprendre toutes les bases de ce métier-là et être une pirate, elle aussi. Donc cette partie-là, j'ai vraiment adoré, mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est qu'à un moment donné, ils vont trouver un artefact qui va les mener sur la piste des alchimistes. Les alchimistes qui ont disparu, comme je disais, donc ça va être très précieux pour eux. Ils pensent qu'ils peuvent trouver un trésor, ou du moins les connaissances, ou peut-être retrouver les descendants de ces personnes-là, et ça va les mener sur un jeu de pistes qui vont aller d'énigme en énigme afin de retrouver les alchimistes. Donc j'ai eu bon espoir qu'ils puissent faire des découvertes dans le deuxième tome, puisque le titre du deuxième tome est Les alchimistes. Je devrais le lire cet été. Et j'ai très hâte de pouvoir poursuivre cette histoire-là. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré le concept, j'ai vraiment adoré le personnage de Prudence et un peu tout cet univers-là qui est assez mystérieux. L'univers des pirates aussi est très agréable à lire. On voit vraiment que c'est une confrérie, on voit vraiment que c'est des gens qui vivent ensemble malgré qu'ils sont un peu tous des voleurs et des magouilleurs. Et j'ai vraiment adoré découvrir chacune de leurs personnalités. Il y a aussi une superbe carte à l'intérieur où on voit le monde, un peu les îles qui sont flottantes dans cet univers-là. Donc je trouvais ça assez original comme concept en général. J'ai très hâte de pouvoir poursuivre cette série-là. J'espère qu'il va y avoir au moins un troisième tome. Mais pour ce tome-ci en particulier, j'ai donné 4 étoiles sur 5. Ensuite, pour le menu Carol of the Bells, qu'il fallait lire un livre qui est un roman choral en fait, où on a plusieurs points de vue.
Et je vous dirais que je pense que j'ai choisi le livre où il y a énormément de points de vue. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée sur ce livre-là parce que c'est à ce jour encore mon plus gros coup de cœur de cette année. Je vous en reparle encore aujourd'hui parce que j'adore pouvoir parler de ce livre-là. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Ici, c'est aux éditions Sonatine. C'est un one-shot fantastique, réalisme magique, merveilleux, avec des petites touches de magie. Bref, difficile à caser ce livre-là, mais il vaut totalement le détour. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Zachary et qui étudie à l'université. Et un beau jour, alors qu'il traîne en bibliothèque, il va tomber sur un livre dans les rayonnages qui n'est pas identifié. Et dans ce livre-là, en le feuilletant, il va tomber sur une histoire qui relate un fait qu'il a vécu lui-même. Donc, on parle vraiment de Zachary dans le livre. C'est un fait qui lui est arrivé quand il était jeune, lorsqu'il s'est retrouvé devant une porte peinte sur un mur et qui sentait au fond de lui-même qu'il pouvait ouvrir cette porte et aller dans un autre univers. Mais malheureusement, il n'a pas franchi le pas et c'est un regret qu'il a toujours en tête depuis ce temps-là. Il va vraiment essayer de partir à la recherche de l'auteur de ce livre-là qui n'est pas indiqué sur le livre et ça va être très très compliqué, mais il va se ramasser sur un jeu de piste pour essayer de retrouver cette fameuse mer sans étoiles et ce que ça représente et pourquoi lui a été comme appelé à faire partie de cet univers-là. Donc l'histoire de Zachary va être aussi entrecoupée des autres nouvelles qu'on peut retrouver dans le recueil qu'il a trouvé. Et ça va être assez bizarre parce qu'il va rencontrer dans la vie réelle certains des personnages qu'il a lus. C'est complètement fou, complètement incroyable, c'est hyper cinématographique comme lecture dans le sens qu'on voit vraiment les scènes qui se passent. On voit vraiment presque les flous qui focus sur certains éléments avec des bokeh derrière, là, vous savez, ces ronds lumineux qu'on voit des fois derrière des photos. Et honnêtement, juste pour vous dire, ça sentait le miel chez moi quand je le lisais, tellement on parle d'abeilles, on parle de miel, on parle de douceur, de sucrerie. C'est un thème qui est vraiment récurrent. Je vous disais que c'est assez cacophonique, assez chaotique, cette lecture-là. Et il va y avoir des symboles qui vont être très très récurrents dans cette lecture-là. On va avoir la clé, l'abeille et l'épée. Et ça va être des symboles qui vont un peu nous ancrer dans cette lecture-là. Bref, si vous aimez les livres qui sont un petit peu sans dessus-dessous, mais qui ont une super belle morale et qui nous donnent envie de découvrir cet univers, nous donnent envie de vivre cette histoire-là, qui nous font voyager, qui nous font chavirer. Bref, moi, c'est vraiment venu me parler à l'intérieur et j'en parle encore aujourd'hui, puis ça bouge quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, encore une fois, 5 étoiles sur 5. Pour ce livre-là, je pourrais mettre 6, 7, 8 étoiles si je pouvais, mais malheureusement, on va se garder une petite gêne et on va rester à 5 étoiles. C'est quand même déjà la meilleure note. Pour le menu Hiver obscur, dans la catégorie Fantômes des Noëls passés, j'avais décidé de lire The Last Magician par Lisa Maxwell. Ici, je l'ai en VO chez Simon Pulse. C'est le premier tome d'une série un peu fantastique, un peu science-fiction, puisqu'on va avoir autant de la magie que des voyages temporels et ça, j'ai vraiment adoré. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Esta et qui vit à New York sur l'île de Manhattan. Elle est une magicienne et dans cet univers-là, chaque magicien a un pouvoir particulier. Le sien, c'est de pouvoir voyager à travers les époques. Mais elle ne peut pas voyager en dehors de New York parce qu'il y a une espèce de barrière qui englobe l'île de Manhattan et qui fait en sorte que Esta est vraiment coincée là. Si elle tente de traverser cette barrière-là, elle peut être tuée sur le coup parce que cette barrière-là empêche les magiciens de se propager un peu partout dans le monde. Donc cette jeune fille-là, elle est voleuse, elle a appris l'art du vol, du pickpocket dès son plus jeune âge. Elle a plusieurs missions qui vont l'envoyer petit à petit aller chercher certains artefacts afin de pouvoir essayer de briser justement cette barrière-là qui vont l'envoyer justement dans les années 20 à New York. Donc on va découvrir un petit peu ces années-là à travers ses yeux. Et même si j'ai trouvé ça assez chouette de voir, disons, les spectacles, l'ambiance, les fêtes, tout ça qu'il y avait à l'époque,
Genre, je pense que j'aurais aimé plus de descriptions encore, mais ça c'est moi qui veux toujours des descriptions encore et toujours. J'ai vraiment aussi adoré le personnage de Esta qui est pas comme les autres, qui essaie vraiment de faire ce qu'on lui dit, mais elle a quand même sa propre volonté. Et cette quête-là, dans les années 20, va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire si c'est pas des mois, à essayer de récupérer cet objet-là. À la fin, il y a un énorme retournement de situation, mais on dirait que plus on se rapprochait de cet élément-là, plus je le voyais venir comme gros, comme un nez au milieu d'une face. Donc ça a été une lecture assez mitigée. Autant j'ai aimé les années 20 à New York, autant j'ai aimé les voyages dans le temps, autant j'ai aimé ce personnage féminin-là qui est très très fort et qui va s'amuser à voler des objets et à utiliser son pouvoir afin de justement arriver à ses fins. Autant j'ai vraiment eu de la difficulté avec le style qui est vraiment young adult, avec des petites histoires d'amour, avec des petites découvertes de soi à l'adolescence, cet aspect un peu de rébellion qui m'a moins plu. Et on dirait que plus ça va, plus j'ai de la difficulté avec le young adult, alors que ça fait peut-être 4-5 ans que je lis juste ça, si c'est pas plus. Donc je pense que je commence à passer peut-être à autre chose. Ça reste un de mes genres préférés, mais malheureusement, ça devient compliqué de trouver des livres que j'aime dans ce genre-là qui commencent à sortir de ce que j'ai lu, à venir chercher peut-être quelque chose qui, je sais pas, qui change de l'ordinaire, qui sort du lot, on va dire. Donc, c'était une lecture assez mitigée. Je sais pas si je vais continuer la série. Une partie de moi veut savoir comment ça continue. Mais est-ce que j'ai envie de revivre des petites histoires d'amour comme ça? Je sais pas. Donc, c'était un 3 étoiles sur 5. Toujours pour le même menu, pour la sous-catégorie Prisonnier sous un plaid, j'avais lu Vampiria, La Cour des Ténèbres, le premier tome de cette série-là, par Victor Dixon. Donc, autant je vous disais que j'avais pas aimé les petites histoires de young adult dans celui-là, je trouve que ça a été tellement une belle découverte. Faut dire que la plume de Victor Dixon aide énormément. Ici, on est dans une uchronie, à savoir ce qui serait passé si le roi Louis XIV se serait transmuté en vampire. Donc, de là va découler tous les concepts. Si le roi devient vampire, sa cour nécessairement devient vampire. Des êtres qui sont éternels, qui ont des pouvoirs surhumains. Évidemment, ça va placer la France dans ce monde-là au centre de l'univers, puisque tous les autres peuples veulent aussi avoir le secret de comment se transmuter. Aussi, ça va devenir un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des vampires et il faut les protéger, sinon il n'y aura plus de réserve de sang pour nourrir la cour, donc les nouveaux aristocrates. Et ces aristocrates-là vont se servir des humains qui vont être parqués dans des zones, donc pas droit d'aller dans plus que, je pense, 5 km à la ronde. Évidemment, les humains vont devoir donner la dîme du sang à cette cour-là pour qu'ils puissent se nourrir, donc à chaque mois donner 10% de leur sang. Ça va être très très difficile pour la classe roturière, pour la classe ouvrière qui est un peu des esclaves, finalement des vampires. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jeanne Froillac et qui, malheureusement, va se faire décimer toute sa famille au début de l'histoire, puisque ceux-ci font partie de la résistance. Donc, il y a bel et bien une résistance qui existe et qui veut détruire les vampires, mais c'est très très compliqué. Malheureusement, ceux-ci ont découvert que sa famille en faisait partie et vont les éliminer. Jeanne, qui n'était pas du tout au courant, va réussir à se sauver, va se poser énormément de questions à savoir qu'est-ce qui se passait avec les membres de sa famille. Donc la jeune Jeanne va se sauver et usurper l'identité d'une jeune baronne qui s'appelle Diane. Elle va vraiment tuer le baron et sa fille afin de pouvoir prendre leur identité. Et malheureusement, elle va justement réfléchir après avoir posé ces actes-là. Le vampire qui rôdait dans le village va la prendre sous son aile et va l'emmener à Versailles pour qu'elle devienne une écuyère du roi. Donc c'est une école où vont les fils de nobles, donc une école très très prestigieuse qui forme des jeunes à devenir un peu des gardes du corps pour le roi. C'est des jeunes qui ne sont pas des vampires, mais c'est un peu pour montrer la bonté du roi envers le peuple. Ça va être très compliqué pour Jeanne de se faire une place
parce que c'est des gens qui sont très éduqués, des gens qui sont issus de la noblesse, malgré qu'elle, elle n'est pas du tout de cet univers-là. Elle va quand même réussir à monter les échelons petit à petit et à apprendre sur le tas ce qu'il faut qu'elle apprenne pour survivre, et elle va en faire des choses pour survivre, croyez-moi. C'est un livre que j'ai adoré, c'est très très sombre par moments, mais il y a vraiment une volonté très lumineuse qui vient de Jeanne et qui veut maintenant poursuivre la mission de sa famille, essayer de tuer le roi de l'intérieur. J'ai très hâte d'avoir le tome 2 qui va se situer pas seulement en France, à ce qui paraît, mais aussi un peu ailleurs dans le monde et peut-être même dans le royaume des Amériques, donc au Québec. J'ai donné à ce livre 5 étoiles sur 5, surtout pour l'écriture de Victor Dixon qui est incroyable comme d'habitude, mais aussi pour les thèmes qui sont abordés, son héroïne qui est super forte et surtout cette uchronie qui n'avait jamais été pensée avant, de savoir de mixer un peu l'histoire de la France avec ce côté de vampire. Donc je pense que ça va être une très longue série et c'est pour mon plus grand bonheur parce que j'ai vraiment adoré découvrir ce premier tome-là. Et pour le dernier livre, ça se trouve à être en plus la dernière catégorie de ce menu-là. Donc c'était Nuit du solstice. J'ai décidé de lire The Thief par Megan Wallen Turner, qui est un premier tome de série fantastique. Je pense qu'il y a 5 tomes en tout et qui a malheureusement pas été traduit en français. Ici, on est dans un univers très très fantasy médiéval. On va être dans un type de livre très très classique en fantasy, c'est-à-dire qu'on va avoir un voyage initiatique, une quête qui va être proposée pour aller chercher un objet qui est caché, qui est perdu. Ici, on va suivre surtout un jeune garçon qui s'appelle Jen et qui, quelques jours auparavant, a été emprisonné dans la prison royale pour avoir volé un objet à un érudit. Et s'est fait enfermer là, et comme il y a une rumeur comme quoi il y aurait un trésor caché, il y a un des érudits qui va aller le chercher pour aller essayer de retrouver ce trésor-là. Et en chemin, Jen va raconter un peu à cet érudit-là, toutes les légendes des dieux et des déesses de son peuple. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant puisqu'on va avoir toute cette mythologie-là qui va être imbriquée dans le récit. Ensuite de ça, ils vont finalement trouver une espèce de grotte où est caché le trésor et Jen va être envoyée plusieurs nuits de suite pour essayer de retrouver cet objet qui vaut super cher et qui permettrait au roi du royaume de pouvoir justement peut-être avoir plus de pouvoir. Et c'est super compliqué dans cette grotte, c'est assez labyrinthique, assez vaste. Et ça se remplit d'eau et c'est super difficile d'en sortir. À un moment dans l'histoire, il va y avoir une énorme révélation, un gros retournement de situation qu'on dirait que j'avais vu venir depuis le début de l'histoire, et comme je m'y attendais énormément, ça a complètement gâché le plaisir de ma lecture et j'ai trouvé ça assez pénible en fait d'avoir eu raison dès le départ. Pour ça, j'ai donné seulement 2 étoiles sur 5 à ce livre-là. Je sais que c'est une série qui est très très aimée, qui a 5 tomes et qu'on va suivre justement ce personnage-là à travers des tomes et un peu savoir son histoire. Mais malheureusement pour moi, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai d'autres séries de fantasy que j'aimerais découvrir et d'autres tomes, premiers tomes de série qui me font super envie. Donc je pense que je vais les prioriser à la place de cette série-là que j'étais plus ou moins chaude à l'idée de continuer. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un livre dont j'ai parlé ou si vous aimeriez en découvrir un, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Je vais faire un effort la prochaine fois, je vous promets, pour essayer de sortir mes vidéos un peu plus proches de la date dans laquelle finissent mes lectures, mais je trouve que je m'en suis pas pire sortie pour quelqu'un qui a lu ces livres-là il y a peut-être 3-4 mois. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!